Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Bridier, je suis rédactrice en chef ESG au sein du groupe Lefebvre Dalloz et donc je suis très heureuse aujourd'hui de modérer ce webinaire que nous dédions au crédit carbone. Alors, on va parler de ces fameux crédits. Donc, début octobre, le climatologue Joseph Romm, qui est chercheur à l'Université de Pennsylvanie, publiait des conclusions. Il a analysé plus de 200 ouvrages et rapports sur les crédits carbone et son constat était un peu sans appel. Je vous cite un extrait, les crédits carbone ne constituent pas un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales à l'échelle et à la vitesse suffisante pour réduire les effets du changement climatique. Alors pourtant, c'est un outil qui permet aux entreprises d'accélérer leur trajectoire bas carbone. Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce qu'il faut savoir l'utiliser? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui tous ensemble. Alors, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui mes invités. Donc, Corinne Lepage, on ne vous présente plus. Vous avez été ministre de l'Environnement. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Huglot Lepage. Et d'ailleurs, vous avez publié un ouvrage récent sur les crédits carbone. Le titre de l'ouvrage, c'est Crédit et marché carbone, risques ou solutions. Maria Wouters, vous êtes administratrice indépendante de 2 sociétés. Vous êtes ancienne Chief Impact Officer du SBTI et vous avez aussi travaillé au sein des groupes Sodexo, Pierre et Vacances et Club Med comme directrice de l'impact et de la stratégie notamment. Et Nicolas Desmoitiers. Donc Nicolas, vous êtes directeur général et R&D de Tuvalu. Vous êtes aussi docteur en stratégie bas carbone des entreprises et vous avez été chercheur pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce webinaire, il va se dérouler en 4 parties. D'abord, nous allons définir ce que sont les quotas et les crédits carbone. Ensuite, nous reviendrons sur les polémiques autour de cet outil. Puis après, nous parlerons des évolutions à venir. Et enfin, on terminera par des conseils pour les entreprises qui souhaitent acheter ou vendre de tels crédits. Alors, sans plus attendre, on va passer à la première partie donc, de ce webinaire. Avec vous, Corinne Lepage, est-ce qu'on peut d'abord refaire un petit panorama de ce que sont les quotas et les crédits carbone, s'il vous plaît? D'abord, merci de cette invitation. Alors, il y a crédit carbone quand il y a une opération qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de crédit carbone. Donc, le critère majeur, c'est qu'il faut qu'il y ait une additionnalité, je pense qu'on reviendra sur ce point, par rapport à une situation dans laquelle le crédit carbone n'existerait pas. Sur quoi sont fondés les crédits carbone? Il faut repartir de la base. Il y a 2 grandes catégories, les crédits carbone naturels, les crédits carbone technologiques. Les technologiques, on en parlera peut-être moins, au moins à ce niveau, parce que c'est encore, je dirais, assez immature, même si il y a beaucoup d'espoir, dont on ne sait pas encore à ce jour s'ils seront tous satisfaits sur ces crédits. Donc, crédit naturel, il y a 3 catégories. La forêt, qui a représenté jusqu'à maintenant, sous contrôle de mes collègues, 95% des crédits carbone. La mer et en particulier les coraux et les mangroves, merci beaucoup, qui sont très intéressantes parce que ça capte beaucoup plus que la forêt, par exemple 4 fois plus que la forêt, et puis les sols. Donc ça pose en fait toute la question de l'agronomie et de la manière dont on cultive les sols. Sur ce qu'on appelle ces sous-jacents, se sont montés un certain nombre d'outils dits marchés carbone, avec 2 grandes catégories, je surveille le temps, les marchés dits étatiques et le marché volontaire. Pour bien comprendre le système, il faut remonter à Kyoto, 1997, où un certain nombre d'engagements sont pris par les pays dits de l'annexe 1 de réduire leurs émissions en leur permettant de le faire eux-mêmes, ça c'est leur métier si je puis dire, ou d'aller monter des opérations dans des pays du Sud. Et ces opérations, MDP et MOP, ont donné naissance à un certain nombre de crédits carbone volontaires dont, je dirais, le sérieux n'a pas forcément toujours été au rendez-vous. Dans le même temps, l'Union européenne monte un marché carbone étatique, les quotas d'émissions, avec l'idée qu'il y a un plafond et qu'au-delà de ce plafond, qu'il soit étatique ou qu'il soit celui des entreprises qui sont soumises, vous achetez la différence. D'où le montage de ce premier marché européen étatique qui a d'abord concerné
l'énergie et certaines installations classées, puis qui s'est étendu au transport maritime et aérien, par exemple. Et aujourd'hui, on va vers une nouvelle étape qui va concerner une partie de la mobilité et de l'immobilier. Il n'y a pas que les Européens sur Terre. Il y a eu aussi des marchés carbone étatiques aux États-Unis, qui étaient à l'origine du système quand même, en Chine aussi et dans beaucoup d'autres pays. Marché volontaire, en un mot, c'est tous ceux qui n'étaient pas obligés et qui, pour des raisons essentiellement de communication, soyons pas dupes, ont considéré que c'était bien de dire qu'on compensait ces émissions en allant planter des arbres, parce qu'en général c'était ça. Et donc cette plantation d'arbres donnait naissance à des crédits carbone et qui s'échangeaient à une valeur très faible quand même sur ce marché volontaire, mais qui permettait, lorsque vous preniez l'avion et que vous aviez très mauvaise conscience, de pouvoir vous dire c'est pas trop grave, parce que mon vol a permis d'aller replanter 4 arbres au Congo ou en Afrique du Sud. Voilà. J'ai été très rapide dans mon système, mais enfin, globalement, c'est cela. Je pense qu'on reviendra sur les nouveautés tout à l'heure. Donc, les quotas, c'est un droit pour... Enfin, on ne doit pas aller au-delà d'une émission d'un certain nombre de CO2. Et les crédits, c'est on achète pour réduire ou éviter ces émissions. C'est ça. OK. Maria, vous, dans le cadre de votre activité professionnelle, est-ce que vous avez eu justement recours à cet outil au sein de votre entreprise pour baisser la trajectoire carbone de l'entreprise? Oui, tout à fait. Et je reviendrai juste sur un point par rapport à votre introduction, Sophie. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout sur la baisse des émissions auxquelles on doit arriver. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les citoyens. Et je trouve qu'il y a aussi un très gros progrès pour que chaque individu comprenne quelle est son empreinte carbone moyenne. Et si on dit que l'empreinte d'un Français est à 9 tonnes et que dans l'idéal, si on veut rester dans les limites du 2 degrés, elle devrait être à 2 tonnes, ça veut dire qu'il faut réduire, mais qu'il va falloir faire autre chose. Et c'est là où arrive toute cette notion des crédits carbone, c'est quelles sont les actions supplémentaires au-delà de la réduction qui reste toujours l'objectif principal. D'accord ? Et donc effectivement, dans mon expérience passée, travailler chez Sodexo, qui est une entreprise très engagée et qui a commencé dès les années 2010 à calculer son empreinte carbone pour comprendre d'abord quel est son impact, de combien elle peut réduire et ensuite qu'est-ce qu'il faudra faire en plus de la réduction. Et donc c'était une des premières entreprises françaises à s'engager avec le SBTI sur cette logique de réduction de moins 34% ou de moins 5% par an. On n'y est pas. La France aujourd'hui tourne à, je crois cette année, à moins 0,8, c'est les attentes. Et donc ça veut dire qu'on n'y est pas sur la réduction. Donc qu'est-ce qu'on va faire en plus? Et donc au SBTI, organisme ONG international qui a beaucoup travaillé, défini ce que c'était qu'un langage commun pour les entreprises. Effectivement, il y a un rôle très important des entreprises à jouer sur la décarbonation. On a travaillé d'abord sur les réductions. Et en 2024 seulement, SBTI s'est penché sur ce qui serait soit les émissions résiduelles et sur lesquelles une compensation sera nécessaire parce qu'on n'arrivera jamais à aller au-delà d'un certain seuil. Et ensuite, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Et le langage chez SBTI, c'est Beyond Value Chain Mitigation. C'est toutes les actions complémentaires à la chaîne de valeur ajoutée qui peuvent être mises en place. Et donc là, on voit à la fois des crédits carbone, et vous avez raison tout à fait sur d'abord les opérations forestières, aujourd'hui des choses un peu plus compliquées qui vont parfois sur agriculture, sur les solutions techniques. Donc on commence à voir ça. Les entreprises américaines ont été les plus friandes et c'est surtout les grandes entreprises, les Microsoft, les Google, etc., qui sont lancées pour partie sur ces marchés carbone. Mais on voit aujourd'hui qu'en Europe, il y a aussi un appétit. On va certainement revenir sur les polémiques, mais j'ai vu récemment en préparant ce webinaire que 29 des 50 plus grosses entreprises européennes de du stock index européen ont des engagements de crédit carbone. Donc c'est en train de prendre de l'essor. On va le voir de plus en plus. Et en France, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Je pense qu'on aura le droit de faire cocorico pendant ce webinaire parce qu'il y a beaucoup de choses très bien. Et on voit cette année à Change Now un certain nombre d'entreprises qui sont engagées sur des crédits carbone et sur des chartes. On va y parler de qualité des crédits carbone. Donc oui, un sujet très récent. Madame Lepage a rappelé, on date de 1997, Kyoto, 2005, les premiers quotas. Donc on parle de quelque chose qui a moins de 20 ans. C'est vraiment émergent, mais qui est en train de prendre toute son importance. Et encore une fois, l'urgence climatique nécessite toutes les solutions et pas une solution. Et alors, est-ce qu'il y a des secteurs justement qui vont plutôt se tourner vers cette solution, vers cet outil en tout cas ?
Alors, je n'ai pas une boule de cristal, mais aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est les très grandes entreprises qui ont démarré, les industries lourdes et qui avaient beaucoup de mal à se décarboner. Donc, ce ne sera peut-être pas étonnant de voir que Total, Shell, etc. figurent dans les premières entreprises à acheter des crédits carbone. Mais aujourd'hui, il y a plein de projets d'accompagnement dans les évolutions. Toutes les entreprises de l'agriculture, j'ai découvert Guerlain et ses parfums qui travaillent sur la betterave sucrière avec des projets extrêmement intéressants. Donc il y a des secteurs qui touchent de près ou de loin aux ressources et qui sont en train de démarrer aussi sur le sujet. Et alors Nicolas, est-ce qu'on parle de compensation carbone pour les entreprises ou est-ce qu'on doit plutôt dire que c'est une contribution à la neutralité climatique de manière globale? Premièrement, comme vous le disiez, c'est un sujet qui est assez récent. Donc, dans la littérature académique, on s'est très peu intéressé à finalement comment communiquer autour de l'achat de crédit carbone, qui finalement est un mécanisme de financement de baisse d'émissions ou de développement de puits de carbone. Il y a quand même une grande littérature grise sur le sujet en France, soit avec des praticiens de la durabilité, soit avec l'ADEME, qui ont tendance plutôt à parler moi j'aime bien le Beyond Value Chain Mitigation. En France, on parle de contribution d'une entreprise à la neutralité carbone ou au développement de puits de carbone, que moi je trouve plus explicite comme terme. Et sur le développement de ces puits de carbone, on a vu, donc il y a vous avez parlé de nouveautés technologiques, est-ce qu'on peut en parler? Comment ça se passe? Est-ce que vraiment on est à la pointe sur ces sujets-là? Peut-être Corinne Lepage, si vous avez Oui, si vous voulez. Eh bien, il y a, disons, plusieurs catégories. Il y a les très gros émetteurs, je pense à l'acier par exemple, qui va aller rechercher des solutions technologiques qui seraient capables de capturer le carbone, ou le pétrole, c'est pareil, au moment de la fabrication, de le capturer, puis de le stocker. C'est une solution. Il y a d'autres solutions qui envisagent de capturer le carbone dans l'atmosphère et également de le stocker. Ces solutions sont encore peu matures, extrêmement coûteuses. Il ne faut évidemment pas que le bilan carbone soit négatif, c'est-à-dire qu'il faille dépenser plus pour, pour avoir l'impact. Et surtout, il faut que ce soit techniquement possible et qu'on ait suffisamment de place pour aller stocker ce carbone. Or, c'est bien là, vous avez commencé avec ça. Aujourd'hui, un certain nombre d'études disent « Attendez, vous êtes en train de surestimer d'un facteur, pas 1 ou 2, mais d'un facteur 10, voire d'un facteur 100, les capacités réelles de stockage. » Donc, il ne faut peut-être pas s'emballer trop et aller investir des sommes astronomiques sur quelque chose qui sera plus limité, non pas inexistant, mais plus limité que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Et alors, on entend parler aussi de stockage permanent, notamment au Royaume-Uni, je crois, il y a des accords. Alors, oui, ça veut dire quoi permanent? Exactement. Vous avez un très joli rapport de l'Académie des sciences qui est sorti il y a quelques jours sur le sujet et qui dit durable, c'est permanent, c'est quoi? C'est 100 ans, c'est 1000 ans, c'est plus de 1000 ans. Personne aujourd'hui va s'engager sur 1000 ans, même sur 100 ans. Bon. Quand vous prenez le texte communautaire qui est sorti, il y a un classement à 5 ans, par exemple pour les agrocrédits, les crédits du domaine agricole. Ensuite, vous avez pour les produits, genre le bois par exemple, à 35 ans. Et puis ensuite, vous avez à 60 ans, sous votre contrôle. Mais par exemple, si vous prenez le biochar, qui est en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la reconstitution de charbon artificiel à partir du CO2, qui sert d'amendement au sol, là, ça peut durer effectivement extrêmement longtemps. Donc, on est au début, en fait, il va y avoir des avancées techniques certainement extrêmement importantes dans les années qui viennent. On est au début de quelque chose. D'accord. Alors maintenant, on va peut-être justement parler un peu aussi des polémiques, même si on voit que ça évolue. Donc le marché carbone, il a connu beaucoup de polémiques. Est-ce qu'on peut un peu dresser les grands éléments qui ont fait polémique, Corinne Lepage? Alors, il y en a plusieurs, toujours sur le contrôle de mes collègues. D'abord, il y a un problème de fond. Est-ce que c'est bien de compenser? Alors, c'est bien de compenser si d'abord on a atténué. Si on compense pour ne pas atténuer, c'est très mal. Et c'est pas interdit justement par la loi? Chacun essaye de faire en sorte que... Bon,
Oui, effectivement, c'est la position qu'a pris SBTI à juste titre, c'est la position communautaire de réaffirmer que d'abord on atténue et qu'ensuite on compense. C'est la position du GIEC qui dit quand même très clairement que si on ne compense pas, on n'arrivera pas à la neutralité. Tout simplement parce que nos puits naturels s'effondrent. C'est pas se diminuent, c'est s'effondrent. Je rappelle qu'en France, c'est moins 50% en 10 ans sur nos forêts, en capture de carbone. Donc c'est colossal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous compensiez sur l'atténuation ce que vous n'avez plus en puits de carbone. Donc c'est un effort qui est d'autant plus considérable. Donc déjà, premier problème, est-ce que la compensation c'est moral? C'est peut-être pas très moral, mais à partir du moment où c'est en plus de l'atténuation, c'est difficilement contournable. C'est mon point de vue, il est personnel. Hein, mais voilà. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de fraude. Il y a eu ce qu'on a appelé les crédits fantômes, c'est-à-dire des forêts replantées qui n'ont jamais été replantées, des évaluations bidons, etc., etc. Donc ça a fait beaucoup de bruit, tout cela, et ça a eu un effet bénéfique, c'est que ça a obligé les grands dispensateurs de labels, je pense notamment à Vera qui a été très sur la sellette, mais pas que, enfin c'est Vera qui a quand même été très très attaquée, à revoir leur technologie, leur méthodologie, à être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sévère, et finalement c'est très bien. Nous en France on a un très bon label qui est le label bas carbone qu'il faut vraiment défendre. Vous savez qu'il y a eu toute une polémique récente sur les évolutions dont certains ont considéré qu'elles allaient beaucoup trop loin. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce détail ou pas, mais voilà. Donc, vous avez tout ce sujet-là. Évidemment, un système où on n'est pas certain de l'additionnalité, personne n'a confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, dernier point, sur le risque de greenwashing, oui, évidemment, ça a été le cas sur les crédits volontaires, mais je pense qu'on reviendra sur ce point. La valeur d'un crédit carbone est extrêmement variable, allant de 1 à 2 euros pour les plus nuls, hein, qui ne valent vraiment pas grand-chose, il faut appeler un chat, hein, à des crédits carbone qui ont une vraie valeur parce qu'il y a des co-bénéfices, des co-bénéfices sur la biodiversité, des co-bénéfices sur le travail des populations autochtones, et à ce moment-là, vous arrivez à des valeurs qui peuvent être entre 50 et 100 euros la tonne de carbone. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. D'accord. Et donc, Nicolas, d'un point de vue vraiment macro, est-ce que, et on en a déjà parlé, mais est-ce que finalement, laisser les entreprises aller vers les crédits carbone, c'est pas un peu reculer sur le reste? Est-ce qu'on va pas maintenir un statu quo en ayant ces crédits carbone? Et est-ce qu'on n'oublie pas les politiques globales d'atténuation du changement climatique qui doivent être présentes? Je rejoins tout à fait ce que disait Madame Lepage. Finalement, dans l'ordre des priorités pour toutes les entreprises, l'atténuation doit être la priorité numéro 1 de ses émissions directes, ensuite sur sa chaîne de valeur, ensuite de ses émissions liées finalement à son activité, à son offre. Et là doit venir la question de la contribution financière à la neutralité carbone. Néanmoins, sur certains secteurs, notamment les secteurs en lien avec le monde agricole, donc évidemment l'agroalimentaire, mais aussi le textile, la cosmétique, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour venir développer des crédits carbone sur la chaîne de valeur. Et Maria, alors est-ce que ces polémiques, elles font pas un peu peur aussi aux entreprises qui veulent se lancer dans cet outil? Ah oui, ça a fait D'un très point de vue peur entreprise et grand bruit, mais dans un microcosme quand même, hein. Mais enfin, moi, je serais assez pragmatique là-dessus, c'est-à-dire, oui, effectivement, on est parti très vite, très fort. Encore une fois, un marché qui a moins de 20 ans, et c'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est qu'une unité de carbone. On est sur des choses, quelle est la valeur de référence d'une forêt? Enfin, tout ça, on touche à des choses qui sont très compliquées, et donc c'est pour moi normal qu'il y ait eu un engouement, et puis quelque part qu'on ait été pointé du doigt pour que les choses puissent s'améliorer. Donc moi, je suis comme Madame Lepage, je dirais, il y a plein de critiques, mais ça n'est pas parce que ça n'est pas parfait qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire en même temps qu'on compense, qu'on réduit évidemment, c'est absolument clair. Beaucoup de gens disent
c'est dur, mais le solaire était très dur il y a 25 ans. Et aujourd'hui, le solaire a dépassé le charbon. Donc, moi, je ne suis pas une techno-optimiste par nature, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut au contraire continuer à investir et faire améliorer le système de l'intérieur plutôt que le combattre. Parce qu'encore une fois, les réductions ne vont pas être suffisantes. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire plutôt tôt que tard, parce que chaque émission supplémentaire sera encore plus dure à compenser, elles seront stockées dans l'atmosphère. Donc il faut le faire le plus tôt possible, malgré les polémiques. Et le coût de l'inaction est beaucoup plus cher que le coût de l'action. J'enfonce une porte ouverte, mais je me dis, c'est pas parfait. Et effectivement, moi, en entreprise, on a eu très peur et de se lancer dans des opérations qui parfois vont être loin de vos opérations directes, sur lesquelles vous n'avez pas d'expertise dans l'entreprise. Ça peut faire peur. On sort du cœur de métier. Il y a très peu de gens dans l'entreprise qui peuvent le comprendre. Et puis, on va avoir peur. Et c'était le cas pour Sodexo il y a quelques années. Puis là, maintenant, il y a des nouveaux projets qui émergent, qui sont plus locaux en France, qui sont plus liés à la chaîne de valeur. Et donc là, on s'y retrouve plus qu'à planter des arbres en Inde ou ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a un atterrissage très sain. Et on parlait tout à l'heure du salon ProDurable qui vient de se tenir il n'y a pas longtemps. Et moi, j'ai été étonnée cette année par la quantité de solutions d'entreprises, de petites entreprises porteuses de projets. Encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas trop de foisonnement, mais je préfère ça que rien. Et beaucoup de choses qui apparaissent sur, comme Madame Lepage l'a dit tout à l'heure, sur de l'oxygène vert, sur de l'oxygène bleu, sur le carbone vert, le carbone bleu. Il y avait plein de projets sur les forêts, sur l'agriculture, sur les mers, et puis des solutions plus financières. Donc, je pense que voilà, on a passé la turbulence de l'adolescence et on va rentrer dans une phase un peu plus adulte sur le sujet. Alors du coup, on va enchaîner avec la troisième partie de ce webinaire. Justement, peut-être les évolutions à venir peuvent aussi apporter leur lot peuvent rassurer peut-être les entreprises sur ce sujet. Donc, Madame Lepage, on a beaucoup de choses qui se préparent, et notamment au niveau Europe, international. On voit quand même que c'est largement poussé, ces crédits, par les politiques actuelles. Quelles sont les évolutions à venir? Je dirais que c'est un peu plus que de la préparation. Au niveau communautaire, vous avez un texte qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle le CRCF, qui introduit le système des crédits carbone en dehors des ETS. Je laisse de côté des quotas qui continuent, évidemment, avec un système entre les deux, mais on en parlera tout à l'heure, qui est le CBAM, je pense qu'on reviendra là-dessus. Et donc, vous avez le CRCF qui est sorti, qui crée donc 3 catégories de crédits carbone. Les crédits carbone agro, c'est-à-dire forêt et agriculture. Et je pense que notamment ce qui concerne l'agriculture, c'est très important parce que ça peut être un outil de la transition agricole extrêmement sérieux, d'autant plus qu'il existe maintenant des méthodes de mesure et remesure très solides, très robustes, qui permettent de bien suivre à la tonne le carbone stocké. Donc ça peut très bien marcher. Ensuite, vous avez le carbone dans les produits. Donc, bien sûr, on pense au bois et à la construction bois, mais vous avez le biochar, mais vous avez de l'insertion de carbone dans un certain nombre de produits de base, du ciment ou autre chose. Voilà. Donc, vous avez toute une série de nouvelles technologies qui se mettent en place pour réutiliser le CO2. Et puis, enfin, vous avez la troisième catégorie, qui est la plus novatrice, qui va être effectivement le stockage de carbone avec un effort communautaire qui est renforcé par le texte sur Net Zéro Industrie, qui met en place tout un système pour le stockage de carbone avec des ambitions européennes pour 2030, 2035, 2040 relativement importantes. Pour la fin de l'année 2024, les États avaient à notifier les sites dans lesquels ils pensaient pouvoir stocker. Nous, en France, très franchement, on n'a pratiquement rien. On est très mauvais. C'est pour ça qu'on signe des contrats, par exemple, avec les pays du Nord, qui, eux, ont beaucoup de possibilités. Donc, ça veut dire du transport de CO2. Donc, ça pose de nouvelles questions. Et toujours la question de la CV. C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant de le faire? Est-ce que c'est pas plus énergivore que ce n'est économisateur de CO2? Voilà, ça c'est pour très rapidement dresser le bilan, ce qu'on se fait au niveau européen. Au niveau international, on a beaucoup avancé aussi. L'article 6 des accords de Paris avait prévu un système de crédit carbone onusien, pour simplifier les choses.
on a mis 10 ans à répondre aux problèmes de la double comptabilisation, de l'interopérabilité des registres, de la définition de l'adaptabilité, des systèmes de vérification, j'en passe et des meilleurs. Et finalement, à Bakou, on est arrivé à, disons, un système à peu près achevé, qui s'est traduit par des textes beaucoup plus précis qui sont intervenus en juin, je crois, juin 2025. Je pense que le sujet sera de nouveau à l'ordre du jour à Belém dans un mois. Mais on arrive maintenant à un système international qui va donc encadrer des crédits carbone qui vont être, je dirais, à mi-chemin entre les crédits volontaires dont j'ai parlé tout à l'heure et les crédits étatiques. Parce que ça va être des crédits qui vont être contrôlés, certifiés et qui pourront être utilisés par les entreprises et par les États pour satisfaire leurs obligations, ce qui est très important. Ce qui est très important. Donc, parce que ça va satisfaire des obligations, c'est pas en plus, comme le volontaire, c'est sympa et on le fait en plus. Non. Il faut donc que ce soit extrêmement sérieux pour que l'on soit certain que l'obligation est effectivement satisfaite. Mais là, on rentre dans quelque chose qui va être massif, si ça fonctionne, de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de dollars, le marché. C'est vraiment quelque chose qui, sur le plan financier, va être très important. Donc, ce qui est essentiel à mes yeux maintenant, c'est d'avoir un système extrêmement rigoureux. Vous posiez la question de savoir si la législation n'est pas trop complexe. Non, à mon avis, pas du tout. Il faut que ce soit très sérieux. Sinon, ça ne marchera pas. Et non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, ce sera contre-productif parce que ça ne servira à rien, donc une perte de confiance, et donc un système qui va aller à rebours. Donc de la rigueur législative pour amener encore plus de crédibilité sur ces marchés. Et donc on entend aussi beaucoup parler du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc c'est le pendant de tout ce qui est législation autour des quotas carbone. Nicolas, peut-être En fait, donc on l'appelle le CBAM en acronyme, c'est vraiment un mécanisme qui va venir compléter le marché des quotas carbone européens. Parce que, en fait, ce marché, il met potentiellement en péril la compétitivité finalement des entreprises européennes ou des industries européennes, puisqu'on pourrait avoir des fuites finalement du carbone avec des entreprises qui viennent désindustrialiser l'Europe pour aller ailleurs, finalement, où il n'y a pas de quota d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il vient justement d'abord pour des produits très carbonés, donc l'acier, l'aluminium, récemment les engrais, le ciment, venir intégrer une taxe carbone aux frontières pour avoir plus d'équité finalement pour l'industrie européenne. Donc après, ce mécanisme, il dépend quand même, son efficacité dépend quand même de plusieurs choses. Évidemment des critères dont on a déjà parlé, donc de l'additionnalité, de la permanence, de la double comptabilité, donc vraiment des critères méthodologiques. Et je rajouterais même moi un critère sur la fiabilité des données d'émissions importées finalement, parce que c'est les mêmes mécanismes que dans des bilans carbone à l'échelle d'entreprise. Dès qu'on est sur la chaîne de valeur étendue, donc ce qu'on appelle le scope 3, donc l'amont ou l'aval de la chaîne de valeur, on a des incertitudes qui sont très élevées sur ce qu'on appelle les facteurs d'émission, donc sur les données d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc ces problématiques qu'on avait déjà sur des chaînes de valeur, on les a encore plus à l'échelle internationale sur des industries. Et ce mécanisme, il n'y a pas des évolutions en cours? Il me semble qu'on va donner plus d'exemptions, en tout cas, aux importateurs, c'est ce que j'ai cru entendre. Peut-être, je veux bien répondre. Allez-y. Bon, oui, il y a eu beaucoup de débats sur le CBAM parce qu'évidemment, il y a des États et des entreprises qui n'étaient pas très fanatiques. Donc, notamment notre ami Trump, mais pas que. Les pays du Sud aussi étaient très inquiets. Et donc, il y a des discussions au niveau communautaire, comme dans le cas de l'Omnibus, si vous voulez, pour relever considérablement le niveau. Et désormais, en fait, 90% des entreprises ont été exemptées de la CBAM et ça va être que vraiment les plus gros émetteurs qui vont être concernés. Merci beaucoup pour cette précision. Maria, du coup, côté entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter comme évolution sur la partie peut-être crédit? Est-ce que vous avez
voilà, des choses à défendre sur ce sujet. Oui, enfin, d'abord, je suis désolée, hein, mais ça semble un leitmotiv, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont l'air de s'engager, et c'est très bien, parce qu'il faut commencer par la prise de conscience et l'engagement sur sa réduction et peut-être sur de la compensation, et ça se traduit encore assez peu dans les actes. Et donc, il y a une logique d'implémentation qui est très, très importante à tous les niveaux. Et donc, sinon, ça ne sert à rien d'avoir des très belles idées ou des très beaux outils si ils ne sont pas concrètement mis en œuvre. Donc, première peut-être chose. On parlait des décisions politiques fortes. C'est vrai que les entreprises ont besoin de clarté. Il y a des choses qui ont parfois un peu changé et qui rendent les entreprises elles-mêmes plus nerveuses sur quelle est la réelle volonté de la France, de l'Europe, d'avancer sur la décarbonation, l'obligation d'affichage, etc. Et puis, je ne sais pas si c'est très politiquement correct de dire ça, mais je trouve qu'il y a les incentives, la carotte. Il n'y a pas beaucoup de bâtons, il n'y a pas beaucoup de sanctions non plus. Et donc, à part le risque réputationnel que certaines entreprises ont eu peur d'avoir, on a parlé tout à l'heure des crédits carbone, Vera, enfin, c'est sûr que ça fait mal de se prendre un scandale dans la presse. Donc, beaucoup plus de rigueur dans les vérifications, dans les audits. Et donc, plus la presse s'intéressera au sujet, plus on y apportera de la clarté, mieux ça sera. Encore une fois, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire il faut prendre les choses aussi avec un peu de mesure parce que le sujet est compliqué comme on l'a dit tout à l'heure. Donc moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de capacité à avoir des labels connus, reconnus. Je vous ai cité tout à l'heure la charte de l'usage des crédits carbone responsables qui a été lancée cette année au mois d'avril par la ministre de l'Environnement à l'époque. Je ne suis pas trop encore, il y avait 17 entreprises signataires, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les faits? Mais donc, accepter beaucoup plus de rigueur et de transparence, c'est certainement un point très important. Je suis très contente que la France ait pu lancer ce label bas carbone. Je pense que c'est une initiative, je ne suis pas assez calée pour le dire, mais peut-être Madame Lepage vous me direz, mais j'ai l'impression que la France est plutôt en avance là-dessus et que les pays européens vont plutôt s'engager là-dessus, donc ce sera très bien. Mais plus on a un langage commun, et notamment pour des grands groupes comme ceux dans lesquels j'ai travaillé, plus c'est facile s'il y a une interopérabilité, si c'est compréhensible d'un pays à un autre. Voilà. Et puis ensuite que la France et l'Europe continuent à prendre le lead sur tout ce qui est technologie. Et donc il y a la place pour les entreprises européennes de reprendre un lead là sur la décarbonation, parce que je pense que c'est un sujet, on a parlé de la fintech, de la je sais pas quoi, il faut parler de cette industrie et de ce potentiel, parce que c'est effectivement, ça va nécessiter beaucoup de millions, il faut que ce soit efficace, mais je suis confiante sur le fait que ça sera un jour efficace de recapturer le carbone dans le ciment, de trouver des nouveaux débouchés de produits, donc il faut investir sur cette filière. Et justement, alors ce label bas carbone, peut-être on peut en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut le décrire en quelques mots? Le label bas carbone, au départ, n'était pas un crédit carbone. Il n'est devenu un crédit carbone que cette année. Au départ, c'était un système de reconnaissance, si vous voulez, d'une opération ayant généré une économie de carbone, avec une méthodologie très sérieuse, un système alors très rapidement, deux cas de figure, ou bien vous avez une méthodologie nouvelle. À ce moment-là, il faut que vous la fassiez avaliser par le label bas carbone, mais Vera, c'est le même système. Hein. Et donc, vous avez un certain nombre de critères à remplir. Ensuite, vous êtes examiné par un comité scientifique, et après ça, éventuellement, votre méthodologie est validée. Et dans ce cas, vous pouvez, sur la base de la méthodologie, délivrer des attestations et aujourd'hui des crédits carbone. Une méthodologie pour quantifier les émissions? Oui, pour quantifier, voir si effectivement c'est sérieux, combien ça va donner de tonnes de carbone, d'être sûr qu'il y ait des co-bénéfices et qu'il n'y ait pas des anti-bénéfices, si je puis dire. Voilà, c'est tous les effets externes des économies et économies externes liées à la procédure. Deuxième cas de figure, vous voulez bénéficier d'une méthodologie existante, parce que vous avez un projet, n'importe quoi, je ne sais pas, vous voulez planter des bambous, il y a une méthodologie bambou, je veux faire un projet bambou à tel endroit, est-ce que je peux bénéficier du label? Vous présentez votre opération, si elle rentre dans le cadre de la méthodo, c'est bon, vous pouvez y aller. Voilà. Ça, c'est le système, et c'est le système un peu général hein, en réalité. Ce qui est bien avec le label bas carbone, c'est que dès le début, il a été très sérieux. Et donc, à ma connaissance, il n'a pas été mis en cause. Avec des crédits carbone de valeur plutôt plus élevée
que ceux des concurrents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière partie de ce webinaire, donc celle sur les conseils. Peut-être avec vous, Maria, on va commencer. Si on veut du coup se lancer, acheter des crédits carbone, il faut faire attention à quoi quand on est une entreprise pour pouvoir y aller avec le plus de sérénité possible. Alors, comme conseil, d'abord, être super clair sur sa stratégie interne, la stratégie de décarbonation, bien l'allier à la stratégie business et obtenir l'adhésion en interne, le buy-in, parce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Donc, vous n'allez pas vous lancer sur des crédits carbone avec un CEO qui va changer, avec quelque chose qui sera remis en cause. Donc, il faut être très, très clair en amont sur la stratégie et le budget, entre guillemets, en tonnes et en dollars, ou en euros, pardon, qu'on veut investir sur le projet. Donc, une clarté là-dessus. Deuxième chose, moi, je dirais quand même le plus possible, essayez de lier vos projets de crédit carbone à votre chaîne de valeur, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire pour faire quelque chose. Si vous êtes dans la tech, ce sera peut-être sur des technologies futures de capture, alors que si vous êtes dans l'agroalimentaire ou dans la construction, vous allez choisir plutôt des solutions sur la nature. Et les pays sur lesquels vous choisissez de vous engager, là encore, que ce soit lié à votre chaîne de valeur, à vos fournisseurs, à vos implantations, plus vous le lierez au business et plus ça risque d'être quelque chose qui est intégrante et qui n'est pas juste à côté. Peut-être troisième conseil, ne pas y aller tout seul. Ça, c'est aussi une grande évidence. Mais voilà, le monde de l'entreprise, il est ce qu'il est et c'est très bien qu'on soit des experts dans ce qu'on fait. Mais très vite, aller chercher les ONG, les cabinets de conseil qui vont vous aider à bien ficeler et à gagner confiance et maturité. Chez Sodexo, chez Pierre et Vacances, j'ai beaucoup travaillé avec le WWF. C'est là où on est allé chercher de la connaissance, de la crédibilité, de la confiance pour se lancer dans les projets. Donc, ne pas y aller tout seul, aller sur les labels, aller sur un certain nombre de choses qui sont reconnues parce que sinon, effectivement, l'apprentissage risque d'être douloureux. Et puis, peut-être dernier conseil, même si vous ne vous lancez pas tout de suite, commencez à regarder tout de suite, parce que c'est en train de bouger, que c'est en train d'évoluer. On a parlé de choses qui se passent cette année, l'année d'après. Enfin, le sujet, il est hot topic. Et donc, à commencer à apprendre sur un sujet qui semble très technique, mais qui va être très nécessaire et qui va rentrer dans le monde de l'entreprise, observez, écoutez, apprenez, et le jour viendra où il faudra se lancer. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Et donc, on regarde avec ces parties prenantes, on les intègre, notamment pouvoir peut-être, si tout ça a aussi des impacts bénéfiques en termes sociaux, économiques, et pas uniquement sur le carbone. Oui. Et j'aurais dû déjà rebondir dessus, mais vous avez raison, c'est de plus en plus, je pense qu'il y a un élargissement de tous ces projets. On commence à parler maintenant des certificats biodiversité. Enfin, déjà, le carbone est très dur à mesurer. Les autres limites planétaires sont encore plus compliquées pour calculer les bénéfices et autres, mais ne serait-ce que les impacts sur les communautés locales, etc., sont de plus en plus des choses qui vont être prises par la globalité. Et là, alors, je ne sais pas comment on arrivera à cette comptabilité biodiversité, voilà. Et donc après SBTI, il y a SBTN for Nature. Donc les choses sont en train de bouger, mais c'est sûr que là, l'entreprise aura probablement les très bons réflexes parce que l'entreprise est aujourd'hui déjà plus ou moins capable de prendre en compte tous ces impacts sociaux sur ses salariés, ses clients, ses parties prenantes. Donc j'espère qu'il va y avoir effectivement, comme vous dites, un élargissement de la prise en compte du carbone aux autres co-bénéfices, comme on parlait tout à l'heure, pour pas qu'il y ait des anti-bénéfices. Ouais. Et vous disiez, il ne faut pas se lancer tout seul. Est-ce que quand on est une entreprise, on peut savoir justement au sein de son secteur ce que font les autres et regarder, ou c'est des données qui sont un peu... Oh non, il y a beaucoup de choses. Et je pense que là-dessus, là encore, on est sur un esprit de progrès. Et donc, il y a moins de concurrence. Moi, en tout cas, dans mes postes passés, j'ai eu la chance de plutôt, je crois, influencer le reste du secteur et d'avoir des stratégies. La trajectoire net zéro de Sodexo, elle a été reprise et la feuille de route a été reprise par un concurrent français dans les chèques et cartes restaurants ou par un concurrent anglais dans la restauration. Donc oui, on peut regarder, et des choses aujourd'hui sur les partages, sur le CDP, le DJSI, etc. Vous allez retrouver énormément d'informations sur les stratégies des entreprises et leurs travaux de mitigation de leurs impacts extra-financiers. Et donc oui, je conseille beaucoup de benchmarks pour regarder, et les entreprises sont plutôt désireuses de partager ces bonnes pratiques parce que personne ne va y arriver tout seul, on va y arriver tous ensemble.
Merci beaucoup, Maria. Et alors, Corinne Lepage, peut-être côté, si on veut vendre des crédits carbone là aussi, peut-être qu'on peut se questionner sur comment faire et avoir la meilleure approche. Si vous voulez vendre des crédits carbone, il faut d'abord les constituer. C'est-à-dire qu'il faut monter des projets qui sont sérieux, évidemment labellisés, ça va de soi, qui ont des co-bénéfices. D'abord parce que le crédit vaudra plus cher, et puis parce que il sera davantage apprécié en termes d'image aussi, c'est important. Il faut être très attentif aux critères d'additionnalité, dont je rappelle qu'il est triple. C'est-à-dire que pour être additionnel, il faut que vous ajoutiez un effet, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie réduction des émissions calculée et vérifiée. Il faut que ce ne soit pas une obligation légale. C'est une obligation légale, vous n'avez pas le choix, donc vous additionnez rien du tout. Et 3, que le crédit carbone soit nécessaire au financement de l'opération. Il y a ces 3 critères, il ne faut jamais oublier ça. Donc il faut que vous remplissiez ces critères-là. Et ensuite, vous pouvez monter effectivement votre projet. Et ensuite, il va falloir que vous voyez comment vous le vendez. Donc d'abord, il faut qu'il soit validé, évidemment, contrôlé, audité. Ensuite, donc, vous allez aller sur une place de marché pour le vendre. Vous allez négocier un contrat. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, y compris pour les acheteurs, parce que le partage de la valeur est quelque chose d'essentiel. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous faites un crédit carbone agricole, vous allez avoir la question il y a l'agriculteur, mais il y a aussi le propriétaire du terrain qui entre en ligne de compte. Et puis vous avez l'opérateur qui va faire l'opération. Donc il faut voir dès le début comment le partage de valeur va se faire, et c'est quelque chose qui doit être géré dès l'amont. Sinon vous allez droit au contentieux, donc ce n'est pas le but du jeu quand même. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui se règlent. Il y a des modèles, ce n'est pas très, très compliqué, mais il faut être extrêmement attentif parce qu'une opération qui peut être très valorisante, à la fois en termes financiers et en termes d'image, peut se révéler catastrophique si elle est mal montée. Et alors, quel type de projet on peut imaginer? Enfin, on en a déjà décrit, mais est-ce qu'on peut donner des exemples de projets qui peuvent être financés justement par ces crédits? Vous avez, par exemple, moi j'ai vu des très belles opérations sur des affaires de mangrove, par exemple, parce que la mangrove, ça a un très gros intérêt. D'abord, c'est un très gros capteur. Ensuite, c'est un limitateur de la modification du trait de côte, parce que les mangroves, elles s'enfoncent, et donc la mer avance moins. Ça fait travailler les populations locales. Et enfin, c'est un facteur de biodiversité absolument formidable. Donc voilà, de monter des projets, ça m'est arrivé autour de mangroves, c'est extrêmement emballant parce que, voilà, vous voyez, c'est très intéressant. Bon, ensuite, vous avez évidemment toute une série d'opérations sur la forêt, mais là, il faut être très attentif à un point. J'ai vu encore récemment des critiques sur des opérations dans un pays d'Afrique que je ne citerai pas, parce que les populations autochtones se considèrent comme totalement maltraitées par les opérations de puits de carbone. Donc, ce n'est pas le but du jeu, vous voyez. Donc, il faut être quand même très attentif aux projets que vous allez monter. Et il y a les algues, non? J'ai cru comprendre que c'était... Alors, les algues, c'est un monde. C'est absolument passionnant, les algues. Si vous me lancez sur les algues, là, j'en ai pour 107 ans, parce que c'est formidable, les algues. D'abord, vous avez... plus local. Alors, c'est local. Vous avez des micro et des macro-algues. Vous avez des bioréacteurs qui peuvent être en mer ou qui peuvent être sur Terre. Et avec ça, vous pouvez faire des choses absolument épatantes. D'abord, vous pouvez faire des biocarburants. Ce n'est pas le plus intéressant, mais enfin, c'est une possibilité. Ensuite, ça a un pouvoir nettoyant, régénérant des milieux extraordinaires. Des milieux solides et des milieux marins. C'est-à-dire que vous allez nettoyer à une vitesse extraordinaire avec les algues. Et puis, enfin, c'est effectivement un système de capture de carbone extrêmement efficace. Donc, les algues, c'est un développement économique absolument extraordinaire, sans parler de l'aspect alimentaire, qui est également très important. Voilà, donc c'est très riche, les algues. Nous, on a la chance d'avoir, mais déjà depuis longtemps, moi j'ai visité des labos en Bretagne il y a 15 ans qui cultivaient les algues. Ça se cultive, hein.
qui cultivaient les algues. À l'époque, c'était pour faire des biocarburants, où c'est pas, encore une fois, l'usage le plus intéressant, même si c'est un usage intéressant. Et puis, sur le plan médicamenteux aussi, enfin, les algues, c'est un monde en soi, extraordinaire. Non, mais sérieusement, c'est formidable, les algues. Et alors, Nicolas, donc, si on fait appel à ces crédits, après, on doit le déclarer dans son fameux rapport DPEF, rapport de durabilité. Comment on fait pour... est-ce qu'il y a des règles à respecter dans ce cadre-là? Alors, il y a peu de règles établies d'un point de vue légal. Après, il y a quand même des recommandations à suivre. Voilà, la première, mais qui est presque en amont finalement du rapport de durabilité, c'est la pédagogie auprès de toutes les équipes sur les ordres de grandeur qu'on a donnés dans ce webinaire, sur les puits naturels versus les puits technologiques, sur les incertitudes, etc. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien choisi son projet avec un label vérifié et des critères rigoureux, moi, peut-être la première chose que je recommanderais, c'est de bien distinguer dans son rapport de durabilité ce qui est de l'ordre de ce qu'on disait, de ces émissions de gaz à effet de serre, de ces réductions d'émissions, des réductions sur sa chaîne de valeur, des émissions absorbées, donc des puits de carbone sur sa chaîne de valeur également, et ensuite de ce qu'on a financé et quel crédit carbone on a financé. Donc ça, c'est peut-être et donc de les distinguer. Le pire truc qu'on puisse faire, c'est d'afficher un chiffre agrégé où on somme finalement son bilan carbone scope 1, 2 et 3, donc direct, émissions directes et indirectes, auquel on soustrairait des crédits carbone. Ça, c'est la chose absolument à ne pas faire. Donc bien distinguer. Et peut-être une deuxième chose, c'est d'avoir de la transparence sur la méthodologie, sur le périmètre. On en parlait, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur les crédits carbone utilisés, mais il faut de la transparence sur donc les labels utilisés, sur la gouvernance idéalement de la stratégie climatique, ce qui était un point intéressant de l'ESRSE1, donc ce qui est un point intéressant de l'ESRSE1 de la CSRD. Et troisième chose, sur la part finalement des actions directes que l'entreprise peut effectuer et les actions indirectes via des financements de crédit carbone. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être un dernier mot chacun, parce que je vois que l'heure tourne. Donc, on l'a compris, vous êtes plutôt en faveur d'utiliser cet outil. Maria, je vous laisse nous donner un dernier mot là-dessus. Pour vous, il faut y aller? Oui, mais encore une fois, il faut d'abord réduire, ensuite il faut y aller et il faut continuer à investir dans cette transition écologique, et les crédits carbone sont un moyen de financer, et pour la France et pour les pays du Sud, et effectivement cette équité, parce qu'aujourd'hui, ça semble une évidence, mais aujourd'hui le changement climatique c'est pour tout le monde et c'est pas toujours les mêmes qui le produisent, donc cette justice internationale elle est nécessaire, donc quelque part oui. Donc pour le titre de ce webinaire, ça n'est pas la solution, ça fait partie de la solution et ça continuera à faire partie de la solution. Et pour vous, Corinne Lepage? Je suis entièrement d'accord, totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est de loin pas parfait. Il y a des progrès qui ont été accomplis, mais c'est prometteur. C'est un instrument, je pense, d'accélération des innovations. Alors, sans partir dans les folies géo-ingénieriques, mais c'est un accélérateur. Moi, je vois... parce que c'est mon métier, mais des progrès, je parlais tout à l'heure des mesures et remesures pour l'agriculture, c'est quelque chose qui il y a 2-3 ans n'existait pas et qui maintenant marche tout à fait bien. Les drones permettent de suivre les évolutions, l'intelligence artificielle va permettre d'utiliser plus intelligemment les données, de faire des recoupements, ce qui évitera probablement un certain nombre de fraudes. Voilà, donc c'est pas la panacée, c'est en su de l'atténuation qui doit toujours être première, mais c'est indispensable. Et pour vous, Nicolas? Évidemment, je rejoins mes deux collègues ici. C'est un outil qui est intéressant. C'est avant tout un mécanisme de financement dont on a besoin à l'échelle internationale. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes, des labels et des projets sérieux. Après, dans tous les cas, les entreprises ont un rôle, et si ce n'est un rôle, un intérêt très fort à s'engager dans la transition climatique et à la fois à réduire et à contribuer à la neutralité carbone. Donc c'est un outil qui est intéressant pour elles. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre, effectivement, on a les pays industriels qui, du coup, veulent s'engager,
développe des politiques sur ses quotas, ses crédits, et puis on voit bien les pays du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une différence? Les pays du Sud, ils veulent, excusez-moi, mais ils veulent y aller. Ils veulent. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est celui de Djibouti. Djibouti, il y a 2 ans, a décidé qu'il allait instaurer une taxe sur le transport maritime et aérien, comme l'Europe, moitié-moitié, considère que c'est moitié-moitié, et utiliser ce produit-là pour mener des opérations sociales et environnementales qui elles-mêmes peuvent générer des crédits carbone style mangrove. Il est suivi aujourd'hui par le Gabon et par un certain nombre d'autres pays qui veulent faire exactement la même chose. Donc il y a une vraie volonté parce que les pays du Sud se rendent bien compte que les financements publics par le Nord non seulement ne sont pas au niveau espéré, mais ont tendance à se réduire comme peau de chagrin, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons financières, mais le résultat des courses est exactement le même. Et donc, cette opération des crédits carbone, pour eux, leur apparaît comme quelque chose d'éminemment intéressant. Alors simplement, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce ne soit pas n'importe quoi, mais ils sont très intéressés par cela. Vous voulez réagir? Non, je suis entièrement d'accord. Donc, effectivement, il faut que ce soit bien fait. Mais je crois que ça fait partie de ces mécanismes de justice climatique. Et donc, effectivement, le payeur est plus au nord, le bénéficiaire sera plus au sud, mais le pollueur était plutôt au nord. Donc, je pense que c'est un retour juste. Nicolas, une réaction là-dessus? Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Peut-être juste pour pas me répéter, ce qui est hyper important à regarder, c'est les co-bénéfices. Hein. Et les transferts d'impact. On parle de co-bénéfices, ça peut être aussi des transferts d'impact négatifs, et c'est encore plus valable quand on parle des pays à plus faible revenu. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Juste quelques minutes pour vous présenter les offres qu'on a au sein du groupe Lefebvre Dalloz pour vous accompagner dans votre transition bas carbone. Alors, tout d'abord, nous avons le logiciel Tuvalu, mais peut-être Nicolas, je vous laisse présenter le logiciel, vous êtes directeur général de ce logiciel. Oui, merci Sophie. Donc, Tuvalu, en bref, hein, c'est d'abord un éditeur de logiciels qui permet de suivre finalement sa stratégie de décarbonation en tant qu'entreprise, donc à la fois de réaliser un bilan carbone, un plan d'action, une trajectoire, et plus largement, justement pour éviter les transferts d'impact négatifs, Tuvalu permet de suivre sa stratégie extra-financière, donc sa stratégie RSE, sur toutes les dimensions de la RSE. On a en complément avec ce logiciel une offre de services, hein, donc de conseils pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de décarbonation et leur stratégie extra-financière, avec une R&D qui est très forte. Hein. On a 3 thèses en cours dans notre équipe de 40 personnes. Moi-même, j'ai une thèse sur les stratégies climatiques des entreprises, et évidemment, on s'intègre dans une offre ESG plus globale, qui est l'offre du groupe Lefebvre. Et donc une thèse sur les crédits carbone bientôt ou... Alors c'est pas encore à l'ordre du jour, mais on a une thèse sur les trajectoires de décarbonation qui est plutôt, comme on l'a dit, centrée sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais dans laquelle on s'intéresse plutôt en ouverture sur les crédits carbone. Merci beaucoup Nicolas. Alors on a aussi au sein de Lefebvre Dalloz tout un tas de formations qui sont destinés aux professionnels, notamment professionnels spécialisés en environnement, en QHSE, en RSE globalement. Donc vous avez des formations sur les bilans carbone, mais aussi tout un tas de formations sur l'ESG, la CSRD. Vous pouvez les retrouver en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Et puis, nous avons aussi une solution que nous appelons Génial Assistant. Donc, c'est un service en ligne qui vous permet de faire des recherches sur nos fonds documentaires, notamment les fonds que vous connaissez, le Code permanent environnement et nuisances ou le dictionnaire permanent droit européen des affaires, donc qui répondent à vos questions réglementaires autour des questions environnementales, climatiques. Et puis, vous avez d'autres fonctionnalités, ce n'est pas uniquement un assistant de recherche. Donc là, pareil, vous avez un QR code que vous pouvez scanner si vous êtes intéressé par cela. Eh bien, écoutez, donc ce webinaire touche à sa fin. Je vous remercie une nouvelle fois pour ces échanges qui étaient très intéressants. J'espère refaire un webinaire, pourquoi pas, sur le sujet des algues ou tout un autre sujet avec vous. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.